Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 30 avril 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur au club vidéo UHF et surtout aux nouvelles. Universal fait de la place, Steven Spielberg fait son mea culpa et le CinemaCon. On va commencer cette semaine en parlant justement de ce qu'on a fait et c'est Marc-André cette semaine qui va nous introduire tout cela. Ah, c'est très simple. Cette semaine, j'ai fait mon ménage du printemps et préparé un gros party parce que c'était quand même ma fête cette semaine. Ben oui, bonne fête! Ben merci! Bonne fête. Merci. La mi-quarantaine s'approche, là. Hein? Ah, c'est un petit jeune. Ben oui, c'est un flow, hein? Ah, oui, Ben oui. Fait que ça a été ça, grosso modo, ma semaine. De mon côté, c'est simple, je me suis retapé Picard parce que fallait que j'écoute la mid-credit scene. Mais là, j'ai fait comme de la chenoute tant qu'à réécouter, on va l'écouter au complet juste pour pouvoir voir le mid-credit scene avec une belle apparition. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai hâte que ça sorte en Blu-ray. Là. Oui, je me suis tapé des vieux films cette semaine, dont Nacho Libre. Puis j'avais oublié à quel point que l'actrice qui joue la bonne sœur était cute. Caroline Devine que c'était joli, puis Jack Black, ben c'est Jack Black. Là. Ah, moi aussi, j'ai écouté un vieux film. Soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas. De ton côté, Simon? Ça a été la semaine du CinemaCon. Ben oui, ça a été toute la semaine. Des heures et des heures. C'était 12 heures par jour à tous les jours. C'est très, très complexe. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mm-hmm. J'ai écouté le film Ghost, ou Silence Radio, en français Ghost, c'est comme ghoster quelqu'un quand on parle à quelqu'un sur MSN ou sur Messenger. MSN, man. Ça me fait. C'est rien que le nom que j'ai On voit ton âge, hein? Ouais. Une chance que t'as pas dit ICQ, quelque chose de même. C'est un film très ordinaire, mais qui a un concept que j'aime, qui est un concept comme Predator ou From Dusk Till Dawn, c'est-à-dire si tu commences dans un style de film, puis dans le milieu, ça shift carrément sur une autre sphère du cinéma, un autre... Puis si vous voulez voir des caméos, c'est le film pour ça. Ah. C'est un film qui a plein de caméos. Il y a une scène que tu vois du monde qui rentre puis qui sort de l'écran. C'est tous des acteurs du MCU, un après l'autre. C'est très, très hot. J'ai écouté When the Dinosaur Ruled the Earth. Ouh, c'est pas jeune, ça. C'est un film pourri. Un film de dinosaures puis qui est vraiment Dans pourri. les années 70. Oui. En image par image pour les Oh, dinosaures, en là. stop motion. Pas ben de CGI, là. Non, ça c'est sûr, mais... J'ai écouté les 2 premiers épisodes de Citadel. Oui. Que l'histoire est ordinaire. Ah. Mais c'est une lettre d'application de Richard Madden pour jouer James Bond. OK. C'est carrément, regardez mon CV. J'avais l'impression que c'était ça avant, mais c'est encore plus ça. Encore plus ça quand tu l'as vu. Quand il marche soivé, tu sais, la bataille, les combats dans un train, tu sais, t'as tous les beats qu'il faut pour dire je suis capable de jouer le rôle, regardez-moi, je suis le meilleur. Puis c'est un Écossais, fait que tu vois le style à la Sean Connery ressortir. Ah. Ça m'a vraiment plu à ce niveau-là. J'ai vu quelques films que je peux pas dire, que j'ai pas eu le droit de voir, que j'ai vu, que je vais vous en parler plus tard dans l'émission un petit peu. Ouais. Puis j'ai marché aussi. J'ai pris le temps, puis je suis allé voir les 3 mousquetaires. On va maintenant y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur notre page Facebook de Entre trois films. Attachez votre sucre, la liste est longue. Oui, il y en a eu plusieurs. On a, grâce au CinemaCon, là, ça a été une semaine chargée de bandes annonces. Je vais commencer avec The Equalizer 3. Avec Denzel Washington. Oui. On a eu 2 versions de The Flash, la version internationale et la version japonaise qui est hilarante à regarder. Mm-hmm. Ça a l'air d'une pub de bonbons japonais. Et avec les 2 bandes annonces, parce qu'il n'y a pas les mêmes scènes, on voit un petit peu plus l'histoire quand on connaît Flashpoint, que j'ai pas lu encore. On voit où est-ce qu'ils s'en vont. Ouais, puis la bande-annonce japonaise, ils s'en foutent du scandale, elle est vraiment mis sur Ezra Miller, tandis que la version américaine, tu vois tout le monde alentour, puis tu vois Ezra quand t'es obligé de le voir. Ça ressemble pas mal à ça, ouais. Il a comme diminué un petit peu son importance dans la bande-annonce américaine. Les 2 versions sont à voir. On a partagé aussi The Hunting in Venice, qui est l'adaptation d'Halloween Party, une nouvelle de Agatha Christie, qui va être le 3e opus de Hercule Poirot pour Kenneth Branagh. On a partagé aussi le premier vidéoclip de Part of Your World, qui va être de la petite sirène, la version en prise de vue réelle.
Oui, ils ont sorti le premier vidéoclip, question de mousser un peu la sortie du film. Oui. Ça faisait partie du CinemaCon d'ailleurs. On a aussi Next Gold Wing. Next Gold Win, qui est un film qui ça fait 5 ans qu'il est fini de tourner, qui est resté sur les tablettes pendant 5 ans, qui est un film de Taika Waititi qui avait fait, qui était prêt avant la sortie de Jojo Rabbit. OK. Juste pour vous dire. Et Là, ça fait combien de temps que c'est sa tablette? Là? ben, le premier montage était très ordinaire, à ce qui paraît. Puis il y a eu le scandale de Armie Hammer, puis ils ont retourné les séquences par après avec Will Arnett à la place de Armie Hammer. Je pense qu'en fait style de gars, tu sais, Armie Hammer puis Will Arnett, c'est pas pareil partout. Non. Mais ça l'a contribué, mais il paraît qu'au début, c'était une catastrophe, ce film-là. Ben, heureusement qu'ils ont eu le temps de le retravailler. Oui. On a partagé aussi le prochain Transformers Rise of the Beast. Je sais pas si j'ai hâte ou pas. Transformers. Les effets ont de l'air encore mieux. Oui, Pour la première fois, on voit Unicron. Moi, Unicron, ça faisait de. Vous auriez pu mettre ça dans le premier film, Ouais, ça aurait été le fun d'avoir un c'est quoi, c'est le 7e film, puis on va le mettre finalement. Finalement, ça apparaît. J'ai perdu le décompte, j'ai juste vu les 3 premiers faits par Michael Bay. J'ai là, vu puis- le premier seulement. C'est pas les gars. J'ai vu Bumblebee. Bumblebee. J'ai vu Bumblebee aussi, que j'avais aimé, par exemple. On a partagé Star Wars Jedi Survivor, qui est dans jeu vidéo. EA. Ouais, c'est rare qu'on mette des bandes annonces de jeux vidéo. Mais là, il y avait Mark Hamill. Tu sais, ils ont fait une pub avec Mark Hamill, dedans, on n'avait pas le choix. On a partagé aussi Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem. Ça a l'air très ordinaire. Je vais en parler tout à l'heure. D'accord. Il y a Joy Ride. Ça a l'air fou. ça a l'air- Ça, c'est un raunchy comédie féminin asiatique. Avec l'annonce est hilarante. Mhm. Puis, je connais beaucoup de monde qui ont vu le film cette semaine. Puis, c'est drôle. Ça a l'air que c'est l'American Pie féminin tellement que c'est drôle. Là. Oh, wow. C'est aussi drôle. C'est une belle comparaison. Ils disent que c'est le 48-year-old virgin version féminine. C'est des gros noms, là. Que compare ça à American Pie, à 40. Ouais, mais ça a l'air que c'est 40. vraiment dans le style. Excellent. C'est excellent. Ça annonce bien. On a partagé aussi l'antépisode de Hunger Games, The Ballad of a Songbird and Snakes. Quel titre! Quel titre! C'est pénible, hein? Le titre est pénible. Non, mais c'est pas le titre qu'il y avait. Il me semble que C'est un roman qui s'appelle les de titres même. de Hunger Games Ils sont bizarres. C'était déjà un petit peu spécial. Mais effectivement. celui-là, il est. Il est particulier. Il se dépasse. Et la dernière, et non la moindre, c'est The Twisted Metal, une autre adaptation d'un jeu vidéo. La série avec Anthony Mackie. Ouais. Ouais, qui va être sur Peacock, si j'ai bien compris. Il cite sa White Crave. Et c'est tout. J'ai décidé d'aller le plus vite possible parce qu'on va avoir une grosse émission. Merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir. On passe dès maintenant aux nouvelles et on commence avec Universal qui a décidé de renvoyer son CEO. Oui, il y avait eu des plaintes au niveau personnel. On ne sait pas exactement c'est quoi. OK, ils se sont pas étendus sur le sujet. Non, Jeff Shell, le grand CEO, le Bob Iger de Universal, c'est-à-dire que c'est lui qui dirigeait les parcs, qui dirigeait la télévision, les films, tout le le Big conglomérat Boss complet, a quitté quelques heures avant le CinemaCon où ce qui devait être sur scène. C'est pour, quelqu'un qui a appelé et a dit refais tes bagages, t'en tu viens. viens pas à Vegas avec viens nous pas autres. avec Le road trip de 3 heures, tu le fais pas avec nous autres. Aïe aïe. En tout cas, ça annonce des changements, ça c'est sûr. Là, ils ont et certain. présenté la nouvelle CEO au CinemaCon, que je me rappelle pas son nom parce que c'est les présentations, ça va très vite des fois, mais elle a l'air d'être compétente au bout. Ouais. J'ai aimé qu'est-ce qu'elle a dit pour les propriétaires de cinéma. Elle est rassurée. Ouais. Rassurant. Ouais. Ensuite de ça, on a Steven Spielberg qui a fait un mea culpa. Oui, ça, je la comprends pas. Par rapport à E.T., Oui, parce qu'il y a 21 ans cette année, oui. il avait remonté E.T. au complet. Oui. Puis Il avait les enlevé guns. les fusils, il avait mis un E.T. par ordinateur, puis Il avait fait un George Lucas de lui-même. il le regrette. Ben, j'espère. Il regrette, puis il dit que la version du 20e anniversaire, elle sera plus jamais disponible nulle part. Un peu comme les... Ben, je l'ai, moi. non, mais... Je l'ai pas celle-là, puis j'ai jamais vu la version du 20e anniversaire. C'est pourri. OK. Toutes les séquences sont inutiles. Exact.
C'était un malheureux. C'était une mode. Ben oui, ben son grand ami l'avait fait qu'on va le faire. On va le faire moi avec, on va retoucher. Puis là, il y avait il y a 20 ans, il y avait des très jeunes enfants, on va enlever le fusil. Mais aujourd'hui, il se raconte. Alors, ça qu'il y a une tête des agents de la CIA qui ont pas de gun, qui ont des flashlights dans les mains. Il y a une invasion extraterrestre, mais on va y aller avec des flashlights. C'est super brillant. C'est mieux des flashlights que des flashlights. C'est gross. WGA. La WGA. Donc, le Writing Guild of America vont tomber en grève. À minuit, lundi matin. Lundi matin. Fini. Demain matin, c'est fini. Il n'y a plus un tournage qui va commencer à Hollywood, soit télévision, animation, ou film, ou web-série. OK. Ils ont rajouté web-série cette fois-ci. Là. Ils ont rajouté web-série. C'est-à-dire que tout ce qui est en tournage présentement peut continuer. OK. Sans réécriture. Fait que même si si on écrit le scénario au fur et à mesure du film, le film va être boiteux. Parce qu'ils peuvent, je pense que c'est 5% du scénario qui peuvent changer quand ils sont en tournage. À peine, c'est vraiment... Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Tu fais une improvisation. Il y a sûrement des productions qui vont tomber sur pause, justement, à cause les de ça. séries télévisées qui sont en écriture présentement, là, ils arrêtent tout. J'ai entendu cette semaine à la radio que Vancouver, qui est quand même le Hollywood du Nord, qui est considéré comme le... Ça, en ce moment... Pour la télévision. En ce moment, tout est en pause, donc c'est une économie d'à peu près de 60 000 personnes. Si on va avec la retombée, là, ils commencent à avoir peur. Là. La dernière fois, ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois, puis c'est pas là aussi qu'il y a eu toute l'explosion des téléréalités. Oui, ben c'est ça qu'il va y avoir, parce que c'est pas scripté. Tout ce qui est considéré pas scripté peut être en tournage. Ceux qui écoutent les late shows et les choses comme ça vont se rendre compte que les writers sont en grève parce que eux autres ils vont continuer pareil les late shows, mais Jimmy Fallon n'écrit pas ses blagues, hein, vous allez voir. Vous allez voir que quand c'est Jimmy qui les écrit, c'est un petit peu plus pénible. Oui. Et je pense que la dernière fois, il y avait eu beaucoup de reprises de late show, si je me rappelle bien. Là. Puis la seule affaire que tu peux faire, c'est commencer des séries télévisées comme l'affaire la plus brillante que j'avais vue a été faite lors de la grève de 1988. Ça fait longtemps quand même, mais c'était très brillant. C'est qu'il avait pris des vieux scénarios de séries télévisées. Ils les avaient retournés en changeant un petit peu le 5% qu'ils pouvaient changer. Il avait le droit de changer. Puis ça avait donné 2 saisons de Mission Impossible avec Peter Graves à l'époque. Il avait fait 2 saisons de Mission Impossible. Même Star Trek Next Generation avait à l'époque des scénarios oubliés de Star Trek Phase 2 qui avait tourné puisqu'il l'avait. Ça, c'est dans les 2 premières années de Star Trek Next Gen. Hein? Oui, ça, c'était la plus grosse grève. 88 a été plus grosse que 2008 c'était la plus grosse grève, ça a duré 9 mois, ça avait été pénible au bout. Et c'est 2023, c'est l'année des grèves. Hein? Ouais. Parce que ici au Canada, on a les fonctionnaires fédéraux qui sont présentement, je sais pas si vous vous êtes promené en ville, là, mais c'est pénible. Je reste là, hein? C'est comme, c'est pas facile de se promener là. Moi, en télétravail, je vois pas ce qui se passe, mais j'entends toutes les nouvelles là-dessus, même si on déborde un peu de notre sujet principal, là, mais je vois ce qui se passe, puis je vois le poids politique que ça peut avoir, les répercussions, autant si ça signe ou ça signe pas. Là, les municipaux aussi vont tomber en grève, si j'ai pas me mais pas trompé. Là, pour revenir à la WGA, eux autres qui tombent là, en ils grève veulent aussi. que ça aille plus vite. Parce que avec la COVID, il y a eu tellement de productions qui ont été retardées. Puis là, une autre affaire qui arrive pour bloquer tout. Tu sais, l'industrie peut quasiment tomber. Là. C'est ça le problème de celle-là à cause... Oui, mais tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Là. Ils ont plein de scénarios, plein d'affaires qui ont été écrits pendant la COVID qui n'ont pas été mis en production. Est-ce que ça pourrait être mis en production en changeant juste 5%? Si le studio a déposé à la WGA le scénario avant telle date, il faut que tu déposes les scénarios qui soient autorisés à être tournés. Parce que il faut que tu soumettes le scénario pour qu'ils disent OK, le crédit va à telle hauteur. Okay. Mais là, il y a tellement d'affaires comme le chat GTPQ, je me rappelle bien le nom, l'affaire virtuelle qui est en cause dans la nouvelle parce que les producteurs veulent faire des scénarios virtuels par des AI, puis il y a plein d'affaires. Ça va être très compliqué pour cette convention collective-là à signer. Je pense que aussi c'est le temps d'écriture pour un épisode qui est aussi en cause. La pression qu'ils ont la de grosse moins en moins cause de pour temps. les épisodes, c'est pas le temps d'écriture, c'est le fait que 90% des séries sont entre 8 et 10 épisodes à cette heure. Puis ils ont décidé de baisser les salaires des scénaristes télévision en disant ben vous n'écrivez plus 26 ou 22, vous n'écrivez 10. Mais tu sais, le temps de production est identique là. Ouais.
Fait qu'ils devraient être payés autant parce qu'ils travaillent plus, parce que les séries télévisées sont tournées comme des films à cette heure. Parce que c'est plus pareil, là, c'est plus la même... Mais dans le fond, ils veulent les payer à l'épisode. Ouais. Fait que là, en les payant 10 épisodes au lieu de 26, ça fait une méchante Au lieu différence. d'avoir des contrats... voyons, ils en ont profité quand ça a baissé, les producteurs, ils en ont profité quand ça a baissé. Puis pendant ce temps-là, les gros pontes en haut, eux autres, ils s'en mettent plein les poches. Là. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Les séries coûtent moins cher à faire. Puis, Et pendant peut-être quelques mois, c'est l'auditoire qui va payer. oh oui, ça va payer. On est se pris en rappelle- otage! On se rappelle certaines séries en 2008 qui ont tombé ou qu'il y a eu des années, une saison vraiment pénible à regarder. On pense à Lost, que ça a presque tué la série. Supernatural, la saison 3 est pénible à regarder, même s'il y a 15 épisodes par rapport aux autres. Là, ils ont amené plein des affaires qui étaient pénibles. Et on va continuer avec la grosse nouvelle. Ce qui a pris tout ton temps cette semaine, Simon, c'est naturellement le CinemaCon qui avait lieu à Vegas. Le CinemaCon, c'est pas le Comic-Con, c'est totalement une autre bébite. C'est très particulier. C'est la convention du NATO. Pas le NATO en Europe, là. C'est le National Association of Theatre Owners. OK. C'est l'association, le syndicat, le regroupement, pas un syndicat, mais c'était plus un regroupement de propriétaires de cinéma, c'est-à-dire tous les cinémas indépendants. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Là. Penses-tu que Gouzeau il était là? Il peut y aller, il a le droit d'y aller. aller. Même s'il ne peut pas faire partie du NATO, mais il peut aller à cette... Les gars de Cinéplex étaient là aussi. Puis, Ouais, ça. mais ça, c'est une convention. C'est une convention genre la nouvelle chaise pour l'audience, c'est ça, le nouveau four pour faire cuire la pizza, les nouvelles toilettes. C'est tout ce qui englobe la L'expérience. bâtisse du cinéma. T'sais, les lumières pour les choses, les présentoirs pour les posters. Mais les studios, depuis une dizaine d'années, ont découvert quelque chose. S'ils font des présentations, la visibilité de la publicité est plus là que s'ils le feraient pas. Ouais. Fait que les studios ont commencé à faire un débarquement il y a une dizaine d'années sur le CinemaCon. Puis ils en ont fait un événement où ils présentaient leur calendrier pour les 18 prochains mois. Ce qui est logique, là. Oui. Ce qui était pas logique, c'est qu'il était pas Il faut là avant. exciter les propriétaires. Ben oui, parce que c'est eux autres qui vont projeter tes films. Oui. Puis avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que t'as une petite TV dans le coin, puis t'avais des bandes annonces qui jouaient. Mais à ce temps, ils amènent toutes leurs grosses vedettes. Ouais. Les gros réalisateurs sont là, ils font des méga parties pour attirer le monde. C'est juste fou. Puis les présentations, c'est les meilleures présentations au monde, dans n'importe quelle convention de l'année. C'est là qu'ils mettent leur argent. C'est plus gros que le Comic-Con, parce qu'ils parlent pas juste du prochain film de Batman, ils parlent des autres petits films, des fois, qui sont vraiment cool, qu'on n'entend jamais parler. T'entends presque pas parler, ouais. Puis ça a commencé avec Columbia Pictures, qui ont fait leur présentation. Là, je vais vous dire les films qu'ils ont présentés. Ouais. Le premier, c'est Anybody But You. C'est un rom-com avec Sydney Sweeney puis Glenn Powell. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film-là. J'imagine qu'avec la quantité de films, on peut pas avoir un commentaire sur chacun non plus. Là. Ensuite, on a eu le droit à Dumb Money. Un film avec Seth Rogen puis Paul Dano sur le scandale des codes boursiers de GameStop. OK. Ça va être dans le style un peu... T'es plus gros que Nortel. Tetris, puis tu sais, dans le style de film Ouais. Tetris ou Social Network ou Moneyball. Ça risque d'être... Avec Seth Rogen qui va jouer un rôle sérieux. Oui, ben, ça y a déjà arrivé. Oui, c'est ça, mais c'est le fun de le voir ailleurs que dans le gros niaiseux qui Ouais. fume du pot. Là, tu sais. Après ça, on a eu une autre rom-com qui s'appelle No Hard Feeling avec Jennifer Lawrence, qu'on a d'ailleurs mis la bande-annonce il y a une couple de semaines. Oui. Ça a l'air assez drôle. Ensuite de ça, grosse présentation de 14 minutes qu'ils ont fait. Ils ont présenté 14 minutes de Spider-Man Across the Universe. Ah, ça, j'ai hâte de voir ce film-là. 14 minutes, OK. Ouais, mais Ouais, il y a des films qui le présentent au complet. Il y a des films qui le présentent au complet, il faut le dire. Là. Les autres, ils niaisent pas. Là. Non, Puis habituellement, il enlève le signal pour pas qu'on le voit sur Internet. Oui. Puis ça, normalement, c'est pas disponible sur Internet. C'est à cause que je connais du monde qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ensuite de ça, on a eu une grosse présentation et une bande-annonce que, bien sûr, vous autres, on n'a pas vu parce qu'elle n'est pas disponible sur l'Internet. The Craven the Hunter. Mhm. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est violent. Ah, Mais nice. violent. C'est rated R. C'est un gros rated R. À un moment donné, il attaque quelqu'un puis il bouffe un œil avec sa bouche. Tu sais, c'est...
C'est à ce point-là. Là. Oh, oui, c'est... C'est pas un gentil non plus, hein, Craven. Non, puis ils disent que l'histoire va être comment qu'un homme avec des bonnes valeurs devient un vilain. OK. Intéressant. Ensuite de ça, on a eu la bande-annonce de Insidious, de Red Door, qui se trouve être une autre partie de la série Insidious. Je pense que c'est la partie 5. Là. Pour les fans de films d'horreur. Il y en a eu des bons, puis il y en a eu des très mauvais, des Insidious. C'est variable. Ouais, c'est ça que je dis. C'est très variable. Ensuite de ça, on a eu les premières images de Gran Turismo, le jeu vidéo. Le film. Le film basé sur le jeu vidéo. Avec, voyons, j'ai un blanc de mémoire, c'est le gars qui fait The Red Guardian. David Harbour, c'est réalisé par Neil Blomkamp. Je savais que j'étais pas trop ouais, loin, C'est réalisé par Neil Blomkamp, puis ça raconte une histoire vraie. Gran Turismo, c'est une histoire vraie? Ouais. Ah. C'est un champion de Gran Turismo. Ils le mettent dans un champ. C'est bon. Ensuite de ça, on a eu, quand on a parlé tout à l'heure, la bande-annonce de Equalizer 3, qui se passe cette fois-ci en Italie, avec la vraie mafia italienne, puis... Et le vrai Denzel Washington. La bande-annonce est juste trop cool avec Volare et les scènes d'action. Ensuite de ça, ils nous ont présenté des photos de Ghostbuster 3, le Ghostbuster 4 la Firehouse. Ouais, la suite de Afterlife. Le film, il n'y a pas d'image disponible encore. Ils ont présenté quelques photos, puis un petit message de Paul Rudd en suit, cette fois-ci avec le suit classique. Et ils ont fini ça, Columbia Pictures a fini ça avec leur gros film qui se trouve être Napoléon de Ridley Scott. Oui. Ça, c'est le film avec enfin qu'on va voir 35 000 figurants dans une bataille. Là. 35 000 figurants dans une bataille dans la neige. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu autant de figurants dans un film pour une scène de même? Pas autant, mais le dernier gros, ça a été vraiment Braveheart. Il n'y avait pas de CGI pour faire ça, là. T'sais, parce que t'as eu Kingdom of Heaven, t'as eu Gladiator, mais c'était tout beaucoup de CGI. Ça va être vraiment un épique. Ça va nous rappeler les Spartacus et tout ça. Puis j'imagine tout ce qu'on peut faire avec les drones maintenant, au lieu de prendre un hélicoptère pour voir toutes les images aériennes, là, ça doit être hallucinant. Des belles images, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est à couper le souffle. J'ai jamais vu ça. C'est de la qualité à Laurence d'Arabie. Au niveau d'image, là. C'est juste de voir c'est le scénario, parce que Ridley Scott, des fois, les scénarios... Mais c'est Ridley Scott. Oui. Okay. Le visuel de Ridley Scott, on n'a rien à dire là-dessus. Là. C'était vraiment, comme tu dis, un visualiste. Là, c'est un génie de l'image. Là. Warner Bros, la deuxième journée, ont fait leur présentation, qui était la plus grosse présentation. La meilleure présentation du CinemaCon. Eux autres sont arrivés avec les gros canons. Oui. Ils ont arrivé avec Oprah on stage pour présenter le remake qui va être produit par elle et produit par Steven Spielberg de La couleur pourpre. Qui va sortir à l'époque de Noël cette année. C'est des images, c'est d'une beauté. Ben, c'était déjà un film avec des images assez incroyables, déjà en partant. Fait que, faut que ça soit à la hauteur. Je suis juste curieux de voir les acteurs qui vont avoir été choisis pour ces rôles-là. Parce que c'est des rôles épiques. Là. Ouais, mais là, c'est basé sur la pièce de théâtre qui avait été inspirée du roman, qui est inspiré du film. C'est l'inspiration de l'inspiration qui crée une inspiration qui va être inspirée de. Exactement. Et c'est quand tu expires? Quand tu apprends que c'est Zendaya qui va jouer au pro. C'est mieux que Rihanna. Non, c'est pas ça en passant. Non. On a eu après cela, on a eu Margot Robbie. Oui. Puis Ryan Gosling qui sont arrivés sur scène en Barbie puis en Ken. Pour présenter le film. Ils ont dévoilé que le film de Barbie puis de Ken, il n'y a pas beaucoup de CGI. Tout le Barbie World, c'est un décor. Oh, wow! On avait-tu hâte de voir ça? C'est une mention qu'il y a cette année. Ils coupent de plus en plus les CGI pour construire. Il y a beaucoup de projets qui ont parlé de ça. On construit les décors, puis on fait encore des gros univers, ce qui va donner de la job aux carpentiers, mais c'est pas ça, c'est quoi? C'est aux charpentiers. Aux charpentiers menuisiers. Aux employés manuels. Au construction crew qu'on appelle. Ben oui, il commence à être temps parce que là, il y avait une couple qui mourrait de faim là, depuis une couple d'années. Un autre film ensuite qui, la même chose, construction, avec des dégâts démentiels. Le Candyland de Wonka, il n'y a pas beaucoup de CGI dedans. Ah. Et ils ont présenté une quinzaine de minutes du film et on voit une surprise, il y a Hugh Grant en Oompa Loompa.
Hey, le gars, il a besoin d'argent. Non, mais il est partout de ce temps-ci. Puis il joue des rôles cool. Oh, oui. Puis il y a Rowan Atkinson qui joue dans le film aussi. Bon. Puis, qu'est-ce que j'ai vu? Timothée Chalamet, c'est Gene Wilder. Ah oui? C'est vraiment l'adaptation de Gene Wilder jeune. Puis l'histoire raconte que Wonka doit se combattre contre le cartel du chocolat qui veulent garder les recettes de chocolat. Ça a l'air démentiel. Ensuite de ça, on a eu un spin-off de Conjuring, de Nun, qui ont fermé toutes les lumières du Celine Dion Theater, puis ils ont fait apparaître des centaines de nonnes dans la salle. C'est assez freakant comme présentation. Je sais pas. Ça avait été une autre convention qui se passe à Vegas, ça aurait pu être le fun. Excusez, c'est dans mon monde. Ouais. Après The Nun, on a eu Jason Statham qui donne des coups de pied à un requin. Oui. Le Meg 2. C'est les scènes les plus folles que j'ai jamais vues depuis longtemps. Ils ont créé un exosuit pour qu'il aille dans le fond de l'eau et se battre contre un super-héros, contre des octopus et des mégalons. Jason Statham, il n'y a rien qui l'arrête. Après ça, il y a eu notre rameau d'olivier à nous. Denis Villeneuve est arrivé sur scène pour présenter Dune. Pour vrai? Ah, je pensais que c'était un autre film. Non, c'est Dune 2. Timothée Chalamet est revenu sur la scène après avoir présenté Wonka. Zendaya l'a rejoint. Ils ont pris des scènes. Puis Austin Butler ne se ressemble pas du tout. Je savais même pas que c'est Austin Butler quand j'ai vu les photos. Austin Butler en Fade Rota Harkonnen. C'est débile. C'est juste fou. On voit Florence Pugh aussi. La seule personne qu'on n'a pas vu aucune image, c'est Christopher Walken en Padishah Shaddam qui garde secret, on dirait. Le plus possible, ouais. Faut créer la surprise. Et ça aussi, c'est un autre film qui a pas beaucoup de CGI comme le premier n'avait pas. Fait que... Puis après ça, ils ont fait des annonces. Oh. C'était des photos, des trucs qui s'en viennent, des affaires qui sont pas prêts. Ils ont fait plusieurs annonces, dont une excessivement grosse pour moi. Ils ont commencé par Furiosa. Le prochain film de George Miller qui... dans l'univers de Mad Max. Qui est le préquel à Fury Road. Mm-hmm. La deuxième, c'est celle que j'aime. Beetlejuice 2. Finalement confirmé pour de vrai. Pour de vrai, là, c'est c'est confirmé. Il y avait le title card, puis ça veut dire que le film, c'est plus des rumeurs. Ça fait des années qu'on en parle, puis qu'on l'attend. Quand tu mets le poster, c'est plus des rumeurs. C'est plus des rumeurs. Le film n'est pas encore tourné, mais... Ça se fait incessamment. Ouais. Il y a un reboot de Final Destination. OK. Qui était quand même très intéressant comme idée de départ. Ce qu'ils en ont fait, malheureusement, c'était peut-être pas tout le temps à la hauteur. Et il y a un autre film d'horreur pour finir ce segment Warner. The Conjuring, The Last Rite. C'est un film? Oui, The Conjuring, qui s'appelle The Last Rite. Le 4e film de la série. Le 4e, c'est ça que je Si on enlève les Annabelle puis The Nun, là. Ouais. Après ça, Warner a sauté chez DC. Il fallait parler de DC, bien entendu. On n'a pas eu de grandes, grosses nouvelles de DC. Ils ont juste présenté, je vais aller faire ça vite, parce qu'ils ont juste présenté des images de qu'est-ce qui s'en vient et mis quelques title cards pour les prochains films. C'est tout. Ils ont parlé d'Aquaman, puis on a vu quelques séquences d'Aquaman. Ça, je peux en parler. Quand tu as vu Way of Water, tu fais, c'est bien mal fait. Ouais, malheureusement, ouais. À cette heure, on a vu Avatar, puis... On a vu Cameron faire de quoi d'extraordinaire avec l'eau. Ouais. Fait qu'à cette heure, on s'attend à une qualité pour les prochains films, et malheureusement, c'est pas tout le monde qui va être capable de faire la qualité de James Cameron. On va laisser le temps aussi aux différents studios de s'adapter avec ce qu'il y a eu, là. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'habituellement, quand t'as un film comme ça, c'est la job des autres studios de se dépêcher à suivre. Ils ont présenté des images de Blue Beetle, puis je suis de moins en moins impressionné. Ouais, c'est pas... C'est décevant un peu. Je trouve ça ordinaire. Ça fait film comme Black Adam, fait film des années 80, fait aujourd'hui. Oh, OK. Et après ça, les lumières se sont fermées, puis j'ai plus eu accès. Parce qu'ils ont présenté The Flash au complet. Les salauds. Les salauds, tu peux le dire, les écœurants. C'est pas de bon sens. Ils ont eu ça pour vrai, eux autres, les chanceux. Ils ont présenté The Flash, le film au complet.
Quand ils ont rallumé les lumières après, j'imagine que tu étais là en attente que ça reparte? J'ai eu juste... Est-ce que tu as vu des réactions? C'était la fin de la journée. Y avait-tu des réactions? J'ai eu des réactions plus tard, mais à la minute que ça a fini, un de mes contacts qui était dans la salle m'a écrit « You can sleep well, Keaton's awesome. » OK. Parce qu'il savait que c'était la seule chose qui me stressait. C'est pas surprenant que Michael Keaton soit... Non, mais c'est à cause qu'il savait que j'étais stressé, tu sais, puis c'est un gars que je connais depuis 20 ans. C'est quelqu'un de l'industrie que je connais depuis 20 ans. Puis il a pensé à m'écrire à la sortie de la salle. Direct. J'ai trouvé ça que c'était un beau cadeau que le gars m'a fait de m'écrire. J'étais très très touché de ce cadeau-là qui pense à moi en sortie de la salle. Puis il écrit Sleep well. Tu peux dormir à cette heure. La journée d'après, il y a eu Disney. Disney a eu la présentation la plus décevante des gros studios. Disney ont eu comme l'attitude genre Hey, on est Disney! Vous prenez le stock qu'on veut! C'est le stock qu'on veut que vous preniez, vous le prenez. Ouais. Ben, d'un autre côté, Disney fait ses propres présentations. Avec le D23. Ils ont leur Celebration, il y a le D23. Ouais, mais c'est pas les propriétaires de... Non, mais c'est des grosses affaires. C'est que Disney, par lui-même, se fait un espèce de convention qui comment je m'allais dire ça? Ça brasse, là, cette convention-là. Là. Fait que, veut pas dans leur tête, eux autres, ils font comme nous autres, on fait notre propre convention. On vient à celle-là juste parce qu'on... On doit faire acte de présence. C'est ça. Ils ont présenté la chanson Part of the World de Little Mermaid. Ils ont présenté un extended trailer, un trailer plus long de The Haunted Mansion que le monde a fait. Wow. Ah, pas de l'air. Puis on est-tu mieux encore de regarder la version d'Eddie Murphy? Il y a des rumeurs que la version d'Eddie Murphy est supérieure. Et pourtant. Ouais, pourrite, là. Puis tout le monde sait comment je trippe Haunted Mansion dans la vie. Je suis très déçu de ça. Après ça, ils ont présenté des images de Wish, un film d'animation 3D, mais fait un peu à la 2D. Qui se trouve être comme une histoire de quelqu'un qui peut réaliser les souhaits du monde. Fait que c'est du rétrofitting. Ouais. Du 3D qui donne l'illusion du 2D. C'est quand même... on est ailleurs, là. Ils ont présenté 25 minutes du film chez Pixar après. Parce que c'est rien que ça, Disney. Disney normal, c'est juste ça. Ouais. Pixar ont présenté 25 minutes du film Elemental. Oui. Qui va sortir cet été. Ils ont présenté 25 minutes. Beau show. C'est du Pixar. C'est Pixar. Ça ressemble beaucoup à Inside Out, ça a l'air. Puis c'est une histoire d'immigration. Tac. C'est un couple de feu qui déménage dans une place qui a pas de feu, qui a juste de l'air puis de l'eau. Puis... Un couple d'air qui déménage avec une tribu d'eau. Il me semble que j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Ouais. Fox, vu que c'est Disney à cette heure, Next Goldwyn, le film que j'ai après tout dit qu'est-ce qu'il fallait dire tout à l'heure sur ce film-là, le prochain film de Taika Waititi. Oui. Le film qui m'a le plus surpris de toute la présentation, ensuite de ça, The Creator. Qui est un film de Gareth Edwards, le gars qui nous a donné Rogue One puis Godzilla. Quand même. C'est un film de science-fiction. J'ai hâte. Un vrai film de science-fiction qui est pas basé sur rien, qui est une histoire originale, vraiment originale pour le cinéma, qu'est-ce qui est rare, là. Ouais. On s'entend. L'histoire a de l'air écœurante. Ça parle après une guerre un peu comme Skynet dans Terminator, après une guerre contre des AI, le rebound de tout ça. Ça a l'air très intéressant. Le visuel me fait penser par bout du film AI, justement, de Steven Spielberg au niveau look. Mm-hmm. J'ai très, très hâte. C'est avec Denzel Washington. J'ai très, très hâte de voir ce film-là. C'est un film que personne n'avait entendu parler. On dirait qu'ils ont mis 500 millions sur ce film-là. Non, mais le budget, t'écoutes, tu regardes les images, tu fais, je veux voir ce film-là. C'est... ma plus grosse surprise du CinemaCon, c'est ce film-là pour moi, The Creator, parce que c'est à ça que ça sert le CinemaCon. Ouais. Tu mets quelque chose que tu connais pas, tu fais, je veux voir ça, je veux le voir là, puis... Ils sortent les projets que, quand on a les gros projets qu'on parle tout le temps, nous autres, à notre émission, ils sortent les choses qu'ils travaillent sur le côté, puis qu'on n'entend jamais parler. On n'entend pratiquement pas parler, et là, on en parle. Oui. Fox ont continué ça avec Hunting in Venice, qu'on a parlé tout à l'heure. Et ils ont fini ça par la projection d'un film qui s'appelle The Boogeyman,
qui est un film basé sur une très courte nouvelle de Stephen King. Et ça a l'air que c'est un film d'horreur générique. Puis ils comprennent pas pourquoi que Disney n'a pas présenté quelque chose de mieux que ça. Oh. Tu sais, c'est... Puis on finit ça avec Lucasfilm puis Indiana Jones. Bien sûr. Mais ils ont fait exactement la même présentation Qu'il avait fait. faite au Celebration il y a 2 semaines. Ils ont Quand présenté je t'ai exactement la même scène. Quand je te dis que Disney s'en bat les 3 petits points de se présenter au CinemaCon, c'est ça. Là. Ils font leur propre convention qui est couverte à grandeur du monde par pratiquement tous les médias. Fait que pour eux autres, dans leur tête, les propriétaires ont vu leur Celebration ou leur D23 ou leur Star Wars Celebration. Fait qu'ils se disent pourquoi que je me présenterais là-bas avec du stock spécial. Ils ont présenté exactement la même scène. Décevant. Ouais, ben, tu sais, pour Indiana Jones, tu aurais Ouais. pu pousser un petit peu le bouchon. Ben oui, il aurait pu faire de quoi de plus gros, là, question de faire mousser encore, mais ils savent que Indiana Jones va péter des scores. Fait que... Universal ont commencé leur présentation en mettant carrément un vidéo qui était un des plus beaux vidéos que j'ai vu de présentation, qui est tous des grands réalisateurs qui parlaient et disaient « We make magic ». OK. Avec des, tu sais, filmé dans les studios d'Hollywood, là, le vrai Universal Studio. Bien sûr, t'avais Spielberg, vu que c'est sa maison quasiment. Ouais. À cette heure, t'as Christopher Nolan qui est là. Puis justement, ça finit sur Christopher Nolan qui était rendu sur stage OK. pour présenter Oppenheimer. Le Ça- gars, tu fais sauter une vraie bombe nucléaire, on le sait pas. Ah, je pense que c'est illégal. Non, mais il y a des rumeurs Ben, il y a des rumeurs, c'est qu'il ça. aurait filmé un test. C'est pour ça qu'il le dit pas. Ouais, c'est ça. C'est fou. J'ai rarement vu des belles... Tu sais, quand tu dis qu'une poésie est un champignon nucléaire, Ben, tu sais... au Kubrick niveau de l'avait l'image, faite, la oui, poésie. mais pas à ce niveau-là. OK. T'sais, là, c'est l'effet supérieur. Malheureusement, c'est un film qu'on va entendre beaucoup de bruit et qu'on n'entendra aucun dialogue. C'est un film de Christopher Nolan. Le mixage sonore va être... Puis de la les cinémas, merde. pouvez-vous nous le présenter avec des sous-titres, s'il vous plaît? Parce que ce gars-là est le pire réalisateur au monde pour le sound mix. Jason Blum est apparu sur scène à la suite de ça encore, puis il a présenté la première partie d'une trilogie. L'Exorciste. le reboot. L'Exorciste qui a finalement eu son titre parce qu'on savait pas ça allait être quoi le titre. Il disait juste que c'est l'Exorciste. Ça s'appelle Believer. OK. Puis le gros twist cette fois-ci, Believer. c'est qu'il y a 2 petites filles de posséder au lieu d'un qu'une. Oh, Et double... ils sont allés chercher une comédienne de... L'original, c'est une suite qui se passe aujourd'hui, mais Ah, une ok, suite c'est de une suite de l'original. l'original. La mère de Reagan est dans le film. Ouais, mais qui nous dit pas qu'il va y avoir un caméo de Linda Blair ou, tu sais... Je parle juste de ce qui est officiel, là. Oh oui. un caméo de Linda Blair. Moi, je sais pas de quoi qu'elle est devenue Linda, mais les derniers Ouais, mais si tu ramènes Ellen Bernstein, tu sais... Ouais, je sais, mais c'est parce que au niveau personnel, Linda Blair, c'est pas toujours... Ouais, c'est pas Jojo, là. pas tout le La temps dernière Jojo. fois que je l'ai vu, c'est dans les épisodes de Supernatural qu'elle a joué T'as-tu dedans il y a pas une dizaine si pire? d'années. C'était correct. Ah, OK. Ils ont présenté la même bande-annonce qu'on avait déjà vue du film Stray, le film, le raunchy comédique des chiens qui parlent, là. So, c'est avec Will Ferrell. C'est- Ouf, ouf. Et un autre qui m'a surpris, mais c'est pas la grosse surprise, c'est le prochain film de David Leitch, le gars qui nous avait donné Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde. Mhm. Il fait l'adaptation de la série télévisée de Fall Guy, l'homme qui tombe à pic en français. C'est une série télévisée avec Lee Majors qui jouait un cascadeur qui a à temps perdu entre les tournages, il faisait du bounty hunting. OK. Moi, j'adorais Je me cette souviens pas de série-là. cette série-là du tout, Ça du tout. passait à TVA à l'époque, Ah, ici au Canada, sur le nom L'homme qui tombe à pic. Moi, j'aimais bien les images. J'ai aucun souvenir de ça. Puis on sait que David Leitch, les cascades, Quand même. c'est un film fait pour lui. Après ça, ils ont emmené la famille. J'ai pas besoin de dire c'est quoi. Ouais, pour le Phase 23. Ils ont présenté la famille. pour leur... La famille sont venus, ils ont présenté leur petit film, puis ils ont annoncé le titre du 11e. C'est 10-2. C'est Fast X Part 2. Ah, super. C'est toujours de plus en plus ridicule. Ah non, c'est À quand une incroyable. poursuite sur le soleil? Excusez. Un autre film qui a suivi Fast 10, qui est un autre film avec des gros effets spéciaux mis en caméra, pas en CGI.
qui se trouve être Wicked. L'adaptation de Andrew Lloyd Webber, Wicked. La comédie musicale qui suit ou qui se passe avant, je pense. C'est avant, Ça c'est se passe comment avant, que parce qu'à l'origine, les deux sorcières de l'Est et de l'Ouest, la méchante, c'était pas la même. Puis on explique comment que la bonne est devenue méchante et la méchante est devenue la bonne. C'est une version de chanter de Oz the Great and Powerful que Sam Raimi nous avait fait il y a une couple d'années, finalement. Ça va être spécial. Puis il y a 8 millions de tulipes qui ont été plantées dans les studios. OK, 8 quand même. millions. Juste pour te dire comment ils travaillent sur les décors à cette heure, là, qu'ils veulent... Juste pour montrer à quel point ils travaillent pour détruire la Hollande. Mais sérieux, on a eu cette discussion-là cette semaine en marchant. La magie du cinéma, même si c'était en studio, la magie du grandiose au cinéma qu'on a perdu avec tous les effets spéciaux, s'ils ramènent ça, surtout dans des films événements comme ça va être génial. On va revenir à ce que c'était le cinéma, la magie. Ben oui, mais Star, regarde juste la séquence d'ouverture de Quantum Mania où ce que Michelle Pfeiffer a l'air d'être dans une pièce qui est tout plus petite que notre studio ici. Là. Ouais. Ça paraît d'ailleurs là, quand tu écoutes le film. Là, Ils sont allés dans l'animation après ça avec Trolls Band Together. C'est un autre film des trolls. 3e, 4e de la série. Troisième. Avec Justin Timberlake et Anna Kendrick. Pas grand chose à dire sur ce film-là. C'est pour les enfants. Après ça, ils ont présenté Migration, qui est un film où des canards font la migration, une comédie pour enfants, la libération, parce que des canards font de la migration. J'ai pas grand chose à dire que ça. Ils ont présenté d'autres scènes de Ruby Gillman, Teenage Kraken, qui se trouve être une grosse copie de Turning Red, mais dans l'eau. Dans l'eau, ouais. C'est une copie de Turning Red. Jack Black est apparu, il a montré juste des photos, mais il est apparu pour présenter Kung Fu Panda 4. Ensuite, Universal ont sauté sur Focus Feature, qui est leur chose indépendante. Ouais. Bien sûr, la grosse affaire de Focus, c'était Asteroid City de Wes Anderson, qui t'avait de sortir, que les bandes annonces, moi, m'intéressaient au bout, personnellement. C'est du Wes Anderson. Ma Big Fat Greek Wedding 3. Il y en avait un deuxième. Ouais, puis il y a une série télévisée aussi. Hey, j'ai eu ce même commentaire-là quand j'ai vu Hot Tub, je sais plus trop quoi, 2. J'ai fait, il y a un premier. Ouais, mais le premier était bon, Hot Tub. Ouais, c'est ça. Ma Big Fat Greek Wedding, j'ai rien à dire sur ce film-là. Ouais, le premier était très bien. Deuxième était plate. Je sais pas, parce que je savais même pas qu'il y en avait un deuxième, mais s'ils reviennent dans la tangente du premier, ça peut être intéressant. Il y a eu de Hoodover, qui se trouve à être une histoire avec un mentor dans une école pendant des périodes de vacances où l'enfant est obligé de rester à l'école, il est pogné avec un professeur, ça va mal avec le prof. L'histoire classique. Ça va être réalisé par Alexander Payne, qui nous a donné plusieurs films assez cool. Puis c'est Paul Giamatti qui fait le professeur. Ah, ça peut être intéressant. L'avant-dernière compagnie, Paramount. Oui. Sont arrivés sur chose avec Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem. Qu'on a parlé tantôt. La seule affaire que j'ai retenue de cette présentation-là, c'est que pour la première fois, les voix des Turtles sont faites par des adolescents. Enfin! Ouais, c'est une bonne affaire. Ben oui. Tous des noms pas connus, j'imagine. Ouais, c'est produit par Seth Rogen. Ah. Le film est produit par Seth Rogen. Ils nous ont présenté les premières photos de Last Airbender, la suite en dessin animé qui va être un film qui se passe 20 ans après la série télévisée. Série qu'il faut que je recommence. J'avais vu les 2 premières saisons seulement, puis j'avais trippé. Là. C'est dans les 3 meilleures séries d'animation américaines qui ont été faites avec Batman, Gargoyles, puis c'est excellent. Last Airbender. S'il y a quelque chose que le film, qui était très ordinaire, et pour pas dire pourri, a fait, c'est d'intéresser les gens à aller voir la série. Ouais. Et moi, j'en remercie Night Shyamalan juste pour ça. Parce que si ça n'avait pas été de son film pourri, je pense que j'aurais pas vu la série. J'étais allé la voir, puis j'ai adoré. Une autre animation, Transformer One. Un film des Transformers qui raconte l'origine des Transformers. On n'a jamais vu ça. Ça va être tout à fait nouveau. C'est comme la création. Avec des gros noms qui ont été donnés par rapport à ça. Ben oui, t'as Chris Hemsworth qui est le nouveau Optimus Prime, entre autres. Et Elita.
Le personnage Elita Ouais. qui va être joué par, Black Widow. Oui. Ah, mais ça fait, on prend le casting de James Scarlett Johansson. Hey, j'avais de la misère. Scarlett Johansson. Un autre dessin animé. Oui. Paw Patrol Super Heroes. Ah, ouais. Je vais être dans Pat le film. Patrouille, super héros, avec la voix, tenez-vous bien, de Kim Kardashian. Oh, what? Hey, c'est aussi pire que Rihanna qui va faire la Schtroumpfette, ça. Ouais, c'est la prochaine nouvelle, là. Tu d'avances le journaliste. Ben, je savais même pas qu'elle allait parler de ça après. Ben là, ah oui, la prochaine vient de le dire. C'est Rihanna qui fait la Schtroumpfette. Merci pour les nouvelles, Marc-André. Hey, ça me fait plaisir. Pour une fois, j'en ai une. Et on a eu plus de scènes que la bande-annonce de Transformers Rise of the Beast. John Krasinski est venu présenter les premières images de Quiet Place Day One. À Quiet Place. Ok, oui, ça Day c'est. One, avec le Lupita Nyong'o. ce qu'il faut. Puis, Pas que personne parle. C'est ça, J'avais ce été film-là? surpris Ouais. du premier. c'est un film très intéressant. La scène de l'accouchement. Ah, ça, c'est. Je suis C'est encore traumatisé. Martin Scorsese est arrivé sur scène après John Krasinski. Puis il a présenté les premières images de Killers of the Flower Moon, qui est un film avec Robert De Niro On a déjà parlé de ça. et Leonardo DiCaprio, qui va être un Apple Plus et un Universal, et un Paramount, c'est-à-dire en même temps. Il se dit qu'il va sortir en salle, puis quelques semaines plus tard, il va. Sur Apple. Mais les deux ensemble, ces trois gars-là ensemble, c'est de la magie tout le temps. Là. Un film que tu vas apprécier, Marc-André, l'autre, One Love. Une comédie musicale? Non, un biopic de Bob Marley produit par Ziggy Marley. Hey, ça pourrait être vraiment intéressant. Je suis pas un grand fan de reggae habituellement, mais la vie de ce gars-là, ça peut être de Bob peut hyper être très intéressant. ouais, quand on connaît un peu ses voyages en Afrique et tout son trip spirituel, ça peut être C'est intéressant. produit par Ziggy. Tant que ça reste dans la famille. Ouais. Non, c'est pas Van Diesel, là. Mission Impossible Dead Reckoning, ils ont présenté plusieurs séquences qu'on n'avait jamais vues, dont l'annonce du méchant, qui se trouve être Pomme Clémentieff, Oh! en méchante. Et elle est hot. Ben, elle est hot tout court. Non, mais pas juste belle, là. En méchante, elle tire son épingle du jeu. Ben, j'en doute pas. Et puis, ça finit la présentation de Paramount. Là, il nous reste juste 2 films. Il nous reste Joyride, Oui. qui Qui était est pour présent. Lionsgate. C'est Lionsgate, C'est ok. Lionsgate. Ils ont présenté 2 films seulement, eux. Joyride, qui est la raunchy comédie à l'asiatique féminin. On a parlé plus tôt. Regarde, c'est tout ce que j'ai vu cette semaine de ce film-là. Là. J'ai hâte de voir le film. Je riais. J'ai regardé la présentation, tu riais. Juste voir les filles ensemble sur le stage. C'était juste niaiseux. Tu sais, voir des filles. Il y a une qui ont- chimie. Oui, puis voir, tu sais, des Asiatiques que tu penses qu'ils sont tous polis, genre « Fuck you, fuck that! You fucking asshole! » C'est génial! Puis ils ont présenté Hunger Game, Hunger Game. que j'avais pas écrit le titre parce que je le trouvais trop, mais tu peux le dire si tu veux, là. Bon, je l'ai dit tantôt, c'est en masse. Et ça En français, ça ferait quoi, la balade des serpents et... des oiseaux Le moqueurs moqueur. et les serpents. ben. Ça complétait le CinemaCon de cette année. Ben, ça complète les nouvelles. Simon, merci infiniment pour tout ce temps qu'on Ça a été long, je le sais. consacré. Non, c'est Oui, mais correct. c'était. Fallait le faire avec toutes les annonces qu'on a eues. là. C'est un gros événement, fait qu'il faut en parler, on n'a pas le choix. On va maintenant y aller avec le club vidéo et cette semaine au club vidéo un film de 89 avec Weird Al Yankovic. Ça serait bien. Qui s'appelle, je m'allais dire, ça serait bien qu'on donne le titre. Ça s'appelle UHF dans la version originale. Dans la version anglaise internationale, ça s'appelle The Video of UHF. Et en français ou québécois, le Téléringard, Weirdo TV, je ne sais plus comment le titre qu'il y a eu. Téléringard, là. Téléringard. D'abord, le monde le connaît sur ce titre-là. Téléringard. Avec Weird Al, bien sûr, que j'avais déjà dit. Et Michael Richard, qui était Inconnu. pratiquement inconnu, oui, c'est ça. C'était à pas cette la- époque-là. Il faisait de la télé déjà, mais
Mais Il y avait 2 acteurs de connus dans le film à l'époque que le film a sorti. Oui, C'était Victoria Jackson puis Kevin McCarthy. Kevin McCarthy qui était... Le reste, c'était tous des... Ben, parce que Quel l'autre, c'était un caractère. chanteur, tu sais, Ouais. c'était pas un acteur. Il y avait... Les 2 acteurs connus étaient Victoria Jackson et Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, qui est un character actor qu'on avait souvent vu à la télé, dans Ouais. certains films, qui avait quand même une carrière intéressante, Ouais. puis qui venait donner un petit peu. Il overact tellement de- dans ce film-là. Ouais, il donnait un petit peu de crédit au film, mais bon. Il voulait sa Rolex. Il voulait sa Rolex, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film-là, à part que c'est une parodie énorme de ce qui s'était passé dans les années 80. On parodie Rocky, Indiana Jones, Gandhi, Gandhi. Conan le barbare, Oui, plein d'autres films qui... et de la musique aussi. Et des pubs. Et des pubs, oui. Voyons donc, Beverly Hills. Hillbillies, qui était Hillbillies. leur reprise de Yankovic Des Money for Nothing. de Dire Straits. Le clip et la partie du clip de ça est géniale. Là. Le film est génial au complet. Le film, si vous l'avez pas vu, là, c'est vous êtes stupide. Stupide! C'est une réplique du film. On ne veut pas dire que vous êtes stupide. Là, c'est une réplique du film, d'ailleurs. C'est le voisin d'en haut du personnage qui est un professeur de karaté qui traite tout le monde de stupide, c'est pour ça. Ça raconte l'histoire de George Newman. Oui. Qui se trouve à être un low-life. Vraiment un low-life. C'est un gars qui a de la misère à garder une qui job. mange des Twinkie hot dogs. C'est un daydreamer qu'on appelle Ouais. un rêveur qui se perd dans ses rêveries Qui perd tous ses emplois à cause de à ça. cause de ça. Il perd même sa blonde à cause Ouais. de ça. Fait que ça va bien. Il se fait offrir par son oncle de diriger une... Son oncle se fait imposer son neveu comme... Oh, oui, mais c'est lui quand même. Oh, c'est, oui. c'est sa matante qui décide, il faut, je vais avoir un poste de télévision à moi. Fait qu'il il est obligé d'avoir la job de diriger un poste de télévision. Puis il se rend compte que s'ils font rien dans une semaine, ça fait faillite. Fait qu'il décide de faire du n'importe quoi. Et de ça mettre pogne. le concierge à la tête d'un show télévisé. Pour les enfants. Et ça change la donne parce que ça devient le show le plus écouté dans la ville. J'ai personnellement eu de la difficulté. Oh ouais. Ah ouais? Sérieusement, j'ai pas eu autant de fun que je me souvenais. Je regrettais même à un certain moment de ne pas l'avoir laissé sur la tablette. C'est quelque chose qui, pour du monde qui ont vu les films et les affaires des années 80, vont apprécier. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un qui n'a jamais vu Rambo, quelqu'un qui n'a jamais vu Indiana Mais ils Jones. connaissent les archétypes pareil. Oui, mais est-ce que c'est assez pour soutenir un film parodique? Je suis pas sûr. Sérieusement, je trouve que ça a très mal vieilli. Je voudrais pas jouer au woke, là, mais juste le personnage du professeur de karaté m'a fait un petit peu laisser sur ma faim. J'ai fait comme ça passe plus ça aujourd'hui, c'est de valeur. Oui. On s'en fout. Le but, c'est de revoir ce film-là comme c'était fait à l'époque, puis de voir c'était ça l'humour à cette époque-là. Oui, je suis d'accord, mais Puis ce que je dis, c'est juste que quelqu'un qui est rendu au 21e siècle, qui a jamais vu ce film-là, ou qui a jamais vu les années 80, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il va... Ouais, il va se plier pouvoir en deux. apprendre à son chien à voler s'il écoute ce film-là. Surtout un paddle. Encore une autre affaire, la violence sur les animaux. J'ai trouvé ça, sérieusement, j'ai trouvé que ça faisait bizarre. Woke. C'est juste que je suis rendu au 21e siècle, puis j'ai fait comme, ça a très mal vieilli. C'est un Moi, film qui a ça me très, fait très mal hurler de vieilli. rire. Ah, j'ai ri tout le long du film, là. Puis ça m'a fait comprendre que j'avais besoin de 11 spatules, puis la 11e va me coûter juste une scène. Ouais, c'est ça, t'as vraiment besoin d'aller chez Spatula World. Spatule cité. Spatula. En passant, connais-tu la classification décimale? Faut dire que je l'ai écouté 2 fois en ligne OK. aussi. En anglais et en français? Non, en anglais et en commentaire. OK. Parce que je voulais avoir C'est très intéressant comme commentaire. les commentaires. Ouais, ben c'est Word Out qui donne le show. Il est là. intelligent? C'est incroyable comment cet homme-là a une connaissance extraordinaire. Il y a une couple de fois qu'il donnait des adresses de places que ça a été tourné. Tout le long.
D'après moi, c'est pas vrai. Là. Non, oui, c'est vrai. C'est vraiment les vraies adresses. Oui. Le gars, il se souvient de ça pour vrai parce que son partner, c'est son gérant, Oh, oui, c'est lui le réalisateur du film. Il joue aussi dans le film, c'est lui qui fait Gandhi. Oui. Il est surpris Oui. par des détails de tournage que Weird se souvient aussi longtemps que ça après le tournage. Je me souviens pas si la trame de commentaires a été faite à peu près... Au début des années 2000. Ouais, 12-15 ans plus tard. Oui. Le film a été tourné en 88, sorti en 89. Ouais. Fait que Mais c'est une douzaine la d'années traque plus de tard. commentaires a été faite pour le DVD Special Edition qui a été repris par une très belle édition Shout Factory. Shout Factory, Qui naturellement. font une édition de UHF qui est juste out of this world. C'est quoi j'ai, moi? La version MGM avec le dual disc. Ouais. Ouais. C'est l'édition que tout le monde a. C'est celle-là que j'ai aussi. Moi aussi. Et la traque de commentaires, c'est une des meilleures tracks de commentaires que j'ai depuis longtemps, que tu as raison de l'avoir mentionné parce que c'est vraiment une des meilleures tracks de commentaires que j'ai eues. Oui. Toutes les tracks de commentaires, puis tu sais comment je les écoute. Toutes les tracks de commentaires, elle me fait hurler de rire, elle est informationnelle, elle a tout ce qu'il faut pour une bonne track de commentaires. Puis la joke d'ouverture de la track de commentaires, quand tu vois le logo de Ryan, puis il dit Ryan, they're bankrupt They're back now. Je trouve ça tellement drôle. Ouais. En voulant dire, c'est moi qui les ai fait. Mais c'est ça. C'était un film, naturellement, qui se louait énormément au vidéoclub par des adolescents, souvent, le vendredi soir. Qui tripaient. Qui le relouaient pour faire leur party. Aujourd'hui, déjà ça passe. C'est plus la même affaire. Aujourd'hui, on regarde Velma au lieu de regarder un bon film. Dans le temps, on louait quelque chose qui faisait vraiment rire pour vrai. Mais ça t'a pas fait rire ce coup-ci. Que... Non, moi personnellement, c'est la trame, comme je disais, la traque de commentaires, j'ai eu beaucoup plus de fun que le film. Je veux pas diminuer la qualité du film parce que je veux dire, tu peux pas diminuer. Et l'importance de ce film-là dans le monde. Tu peux pas la diminuer même plus que qu'est-ce que c'est en tant que tel. C'est pas un grand film. C'est pas, non, mais ça me fait hurler de rire tout le temps pareil. Ouais, certaines personnes, ça les fait rire encore. Moi, on est 2 sur 3 autour de la table qui rit tout le long. Là. Ben, regarde, l'autre fois, toi, t'avais dit c'est pas mon style de film, c'est une comédie que moi puis Pat, on avait. C'est ça, puis on le sait que. National Lampoon. Ouais, National Lampoon que j'ai. C'est correct aussi. Comme je dis tout le temps, regardez-le, puis faites-vous-en une tête. Ça se peut que ça soit pas votre style d'humour, parce qu'on sait très bien que Yankovic a son style d'humour particulier, qui a toujours fait des parodies, quelques chansons. Original? Je pense qu'il y a 25 albums, le gars. Oui, je pense que UHF, la chanson UHF, c'est sa première originale qui a pogné. Non, c'est qui a pogné vraiment. Oui, qui a pogné parce que le premier album, Dare to be Stupid, c'est une chanson originale. Ouais. Il y a eu Christmas at Ground Zero aussi qui était une chanson originale, mais ça a toujours été des chansons, des parodies de chansons de son temps. Puis, soit t'aimes ou t'aimes pas son style d'humour, mais pour moi, c'est mon style. Tu sais, t'as des scènes là-dedans qui me fait hurler de rire qui sont bien normales, comme quand le technicien s'en va sur une autre planète à la fin, puis que c'est en arrière de la caméra, puis tu vois le gars qui s'en va dans l'espace. Pourquoi cette scène-là? Pourquoi pas? Hey, j'ai une question pour vous deux. Ouais. Votre pizza, là, est-ce que vous la prenez juste de la croûte et des anchois ou vous mettez aussi du fromage, de la sauce? Stanley Spadowski. Il me fait hurler de rire, ce personnage-là, à chaque fois que je le vois à l'écran. Ouais, c'est le MVP de ce film-là. Je m'en allais dire que c'est une autre affaire qui m'a fait... qui m'a rendu mal à l'aise. Michael Richards à l'écran, c'est plus ce que c'était. C'est une autre affaire qui... Tu t'en viens vieux, tu prends je deviens woke, c'est pas drôle. Là. Ouais. Mais non, mais sérieusement, il y a plein de petites affaires dans le film qui m'a fait comme accrocher. Je dis pas que j'ai pas apprécié, j'avais adoré le film. Je l'ai ici dans ma collection. Mais... À l'époque, tu l'avais adoré, je suis sûr. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais c'est pour ça que des fois, il y a des affaires qui restent mieux dans ta mémoire que sur ton écran. Et pour moi, UHF, ça faisait partie de ce type de film-là que je vais remettre sur la tablette et que je vais faire peut-être dans 20 ans, je le regarderai à nouveau. Moi, ça a été le contraire, c'était comme prendre un bon vin. Puis, Par contre, ce que ça m'a donné le goût, c'est de voir le film avec Harry Potter. Ah, tu l'as pas vu encore? Ben oui, je l'ai vu. Je l'ai revu. Je l'ai revu. Parce que ça, voyons, Murdoch, c'est un film qui est du goût du jour. Vraiment, là, puis que j'ai hurlé de rire pendant la biographie, le biopic très réel de Weird Al Yankovic. Dans ce film-là.
Donc, on va y aller maintenant avec les sorties à surveiller. Et en salle, il n'y a pas grand-chose. En streaming, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde fait la place à Gardien des Galaxies volume 3. Il y a du monde qui ont compris quelque chose. Ah oui, oui, oui. Puis que ça a l'air que c'est le meilleur... Des 3? Des 3 et que c'est le meilleur Marvel depuis Endgame. Oh, OK. C'est bon. Le monde s'entend tout. On a nos billets? Oui, on a nos billets. Ouais! On va se coucher tard. Jeudi. Ouais! Mhm. Donc, Guardian of the Galaxy 3 va être à l'écran cette semaine. Les coups de cœur de la semaine. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur et Marc-André va nous donner le sien de cette semaine. Marc-André, qu'est-ce que c'était? Mon coup de cœur n'est pas un film. Mon coup de cœur n'est pas une série télé. Mon coup de cœur, merci Simon de m'avoir fait lire une histoire géniale de bande dessinée des années 90, dessinée par un des grands dessinateurs, Alex Ross. Le nom du scénariste, c'est qui donc? J'ai oublié de le prendre en note. Je me rappelle pas du nom. C'est Weird... Weird Al Yankovic. Non. Kubert, c'est pas... C'est pas Kubert. L'histoire, c'est dans le Elseworlds de DC, qui est le penchant DC de What If, qui est dans Marvel. C'est des Si. C'est une histoire qui s'appelle Kingdom Come. C'est 10 ans dans le futur, donc si on met le comic qui était milieu des années 90, on met 2005. Superman, ça fait 10 ans qu'il est à la retraite. Batman, en partant à la retraite, il a dit à tout le monde qui était l'identité secrète des autres. Donc, t'as un Bruce Wayne que tout le monde sait qui est Batman, ce qui a fait en sorte que Bane et Two-Face ont attaqué sa Batcave. Il a le dos magané, il est obligé d'utiliser... Une marchette. Pas une marchette, mais une espèce d'exosquelette. Pour le monde, l'exosquelette que Kevin Conroy portait dans Crisis, dans la Rover, c'est exactement ça. Oui, merci de l'avoir dit, j'allais le faire. Et l'histoire, tu suis un pasteur que un spectre vient le voir parce que le pasteur a des visions de l'apocalypse et il montre une histoire où les super-héros s'entre-déchirent, qu'il y a des clans. Un moment dans l'histoire, Bruce Wayne est allié avec Lex Luthor. Wonder Woman a un trip paranoïaque qui fait en sorte que ça chie. Et tout débalance avec Billy Baxton, que Lex Luthor a joué dedans. Il l'a corrompu un petit peu. Un petit peu, oui. Et sérieux, comme histoire alternative, dans un univers alternatif, c'est génial à lire. C'est quand même un 200 pages de bande dessinée au complet, avec l'épilogue. Les dessins d'Alex Ross. C'est des peintures. Oui. C'est carrément des peintures. Ouais, et vaste. souvent, c'est des peintures d'une page, un dessin. C'est la page, la dernière page du numéro 3 qui est... T'enlèves les phylactères avec le texte. J'aimerais ça l'avoir en poster chez nous. Là. J'en parle, j'ai des Il y a frissons. une édition de Kingdom Come qui existe sans texte. Hein? Ouais, je sais. Il y a le texte. Tu sais, t'as une page de comic, t'as le texte qui est écrit comme un roman au lieu du. T'as les panels sans texte, puis la page à côté, c'est qu'est-ce qui est écrit. Fait que ça fait des tableaux. Oui. Carrément, chaque page est un tableau. Un Superman vieux avec les tempes blanches. Une Wonder Woman aigrie qui a perdu son poste de princesse. Aquaman qu'on voit très peu, qui en a rien à foutre de ce qui se passe sur la Terre. Il a assez de gérer le fond marin. Les Green Lantern qui sont dans leur coin. Puis des méta-humains qui ont pris la place des super-héros qui font ça tout croche. Et c'est vraiment ça. Il y a une... Sérieux, je comprends pourquoi ça a été un des gros vendeurs. Et à l'époque, c'était 50 pages le numéro. Il y a 4 numéros à l'origine. Elles sont pas achetables. Les numéros sont entre 200 et 400 le numéro en ce moment. J'ai une belle édition de luxe qui est vraiment hallucinante à regarder. Et tu as un paquet d'informations, dont une description des personnages avec des dessins. Je comprends pas pourquoi ça DC Animated l'ont jamais fait en dessin animé. Moi non plus.
Sérieux? Ils ont fait Dark Knight Returns, ils ont fait Air One, ils ont fait Long Halloween. Mais ça, ils n'ont jamais touché. Et ça a été Hush aussi. pendant Ils ont peut-être peur un peu longtemps. encore. Hein? Ils ont peut-être peur d'y toucher, justement. Ouais, mais ils ont fait des affaires. Ils ont fait Killing Joke. Ouais. Quand tu touches à Killing Joke, t'es capable de toucher à Kingdom Come. Là. Ah, ça va venir. J'imagine que ça va venir. Et là, tu m'as fait perdre où est-ce que je voulais m'en aller. Excuse-moi. Ah oui, je viens de m'en rappeler. Ça a été pendant longtemps un des plus gros vendeurs de comics. Quand les recueils sortaient, c'était quelque chose qui sortait beaucoup, qui vendait beaucoup, beaucoup. Ça a été un best-seller. Et presque 25 ans plus tard, presque 30 ans plus tard, c'est encore d'actualité. Comment un super-héros peut dérailler là-dedans. Là, on voit encore dans les bandes dessinées aujourd'hui des répercussions, même si ça ne fait pas partie de l'univers, des questions qu'il y a dans cette bande dessinée-là. C'est à lire. C'est un bon 2-3 heures à lire au complet. Parce que, oui, le texte est lourd, le sujet est très lourd, et tu prends le temps de regarder les dessins et de les admirer. J'ai un de mes amis qui a une version aussi en grande page. Là. Pas le format comique, là. Il y a vraiment en grand livre qui fait presque une table. Là, tu regardes ça et tu fais « Wow! » C'était mon coup de cœur de la semaine. C'est bon, merci beaucoup Marc-André. Moi, ça a l'air que je vais laisser la place à Simon parce que sérieusement, cette semaine, j'ai vraiment rien. Absolument. Mais moi, j'ai pas de coup de cœur, j'ai un coup de gueule. T'as un coup de gueule. Et voilà, c'est pour ça que je te laisse toute la place. Je vais vous faire la critique du film de Martin Bourboullion, Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan. Ouf. C'est la première partie de 2 films. Qu'on attendait avec impatience. Et j'attendrai pas la suite avec impatience, je peux te le dire. Malheureusement. C'est une grosse merde. Ah, c'est bon. Je vais être méchant, je le sais. Non, vas-y. Mais tu vas être juste. Je vais être juste. La seule affaire que j'ai aimée de tout le film, c'est une partie de la photographie qui est faite par Martin Bolduc, un Québécois. OK. La photographie, en général, est bonne. À part quand que Martin Bourboulon, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un combat d'épée, il le fait dans noirceur. Ça se passe le soir, puis on voit absolument rien. On voit rien. On sait même pas qui c'est qui frappe. Il a essayé de faire un Kubrick avec des lumières naturelles de chandelle, Oui, mais sans une bonne caméra. Non, c'est pas une bonne caméra, c'est juste que tu fais pas ça dans la boîte en même temps que le soir. Ouais, toi, c'est ça, tu choisis ton handicap. C'est ça. Le film est tourné tout en lumière naturelle, aucun décor construit, c'est-à-dire tout en des châteaux, des... Tu sais, pour ça, c'est merveilleux, là. Ouais. La palette visuelle du film. Mais... Ben, ça explique le coût de production. Oui. Puis les acteurs. Ouais. De toutes les plus grosses vedettes françaises qui jouent dans ce film-là. Le scénario, c'est le défaut du film. Le scénario est merdique. Il suit pas l'histoire. Ben, ça commence bien. T'sais, ils ont fait des changements que tu fais, OK, ça revient au même, c'est correct. Le deuxième acte arrive, qui change l'histoire, qui met une histoire à Athos, qui n'a aucun sens, qui explique qu'il vient d'une culture autre qu'est-ce qu'il est normalement dans le roman. Ben là, il y a du sang bleu, là. Et oui, il vient de La Rochelle dans ce film-là. Ah, ça va bien. Puis c'est un protestant. Mais il travaille pour le roi, puis c'est un mousquetaire, c'est un des gardes du roi, là. C'est ça. Au moins, ils l'ont pas fait extraterrestre. Non, mais c'est d'un ridicule. Tu sais... À un moment donné, justement, il arrive de quoi à Athos, il s'en va en prison, puis là, il met son passé religieux en tant que tel, puis en tout cas, il va aller se faire décapiter. Mais il se fait évader. Mais pendant ce temps-là, D'Artagnan est à l'autre bout de la France parce qu'il s'en va au Pas-de-Calais pour aller chercher les ferrets de la reine comme une histoire habituelle. Mais, comme par hasard, il vient de se faire sortir de prison. Tu vois D'Artagnan qui dort, t'entends du bruit. « Hey, salut mon ami, je suis Athos, je viens t'aider. » What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais même pas il est à où? C'est ça, t'es pas supposé être au courant de... Y a-tu un GPS, le gars? C'est quoi? C'est ridicule. Non, c'est dans les ellipses. Il y a des scènes qui ont été coupées. Ouais, non, mais c'est le film est ridicule. Je pense que Richelieu a 5 lignes de dialogue dans le film. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas être le gros méchant de oui. l'histoire. La seule affaire que j'ai trouvée intéressante au niveau scénaristique, c'est que la première fois que je vois une adaptation des Trois Mousquetaires où Louis XIII n'est pas idiot.
D'habitude, il est tout le temps fanfaron, il est tout le temps pas là, il sait pas qu'est-ce qui se passe dans ses affaires. Là, il est très... Tu sais, il sait que Richelieu est pas correct, puis il essaye de trouver une manière, tu sais, politiquement de... Parce que moi, j'avais dit, je le voyais plutôt comme un naïf. Ouais, mais là-dedans, il l'est pas, justement. Là, okay. Dépendant des versions, parce que la version que moi, Jean-Pierre Cassel était très... mais puis c'était une des meilleures versions. Là. Ouais. Mais là, tu vois qu'il veut le bien de son peuple. Mais il y a juste trop d'éléments de Buckingham, de Richelieu, qui fait qu'il est mis dans le coin, puis... il y a trop d'affaires qui se trament dans son dos, puis il sort. Il sait qu'il y a des affaires, mais quoi, puis c'est pour ça qu'il peut pas les régler, à cause qu'il sait pas quoi et qui sont en... Le film finit très rapidement. Genre, à suivre. Ça finit. Au bout d'une scène, à suivre. Ok, d'accord. Tu fais... OK. C'est comme dans le temps quand on avait des films de 3 heures en VHS, puis t'avais partie 1, partie 2, là, il marque à suivre. Là. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça avec les Trois Mousquetaires. En 61, les Français l'avaient fait identique. Ils l'avaient coupé en 2 parties. En 63, la version que je parlais avec Jean-Pierre Cassel, exactement la même chose. Ouais. Tu sais, c'est une tendance quand tu adaptes les Trois Mousquetaires de faire 2 films. C'est une grosse histoire à raconter, mais... Puis le roman coupe bien après les ferrets, là, tu sais. Exact. C'est facile de couper là pour un film. Parce que c'est comme une deuxième aventure qui commence après les ferrets. Mais c'est malheureusement un rendez-vous manqué. Oui. La musique. Ouais. C'est une des affaires les plus atroces du film. C'est comme... Un fan de Zimmer. C'est un fan de Zimmer, mais c'est un fan de Dark Knight. OK, c'est pas la musique de Dark Knight, c'est genre, on copie. Ou du Coolio, comme dans bande-annonce. Ouais, il y avait du Coolio dans la bande-annonce. C'est vraiment... Mais tu l'entends pas dans le film. Vraiment trop copié sur... j'entendais les beats, là, je pensais voir Batman arriver, là, t'sais. Ouais. C'est un peu malheureux. Tu sais, quand t'entends le temps dans la trame sonore de Dark Knight, tu l'entends tout le long du film. Ça sort du film. C'est pénible. Sérieux, j'aurais... ce genre de film-là, j'aurais mis une musique très baroque. Ah oui. Du Bach, du Mozart, des trucs comme ça. Ou de l'influence, quelque chose de récent, mais influencé par arrangé comme l'époque. Là, c'est ça. Tu prends une musique contemporaine que t'arranges comme l'époque, ça aurait été génial. Parce que les personnages des mousquetaires peuvent être très modernes. Oui. Même si c'est écrit en 1844, je pense. Tu sais, c'est très, très moderne. Puis moi qui ai lu le roman souvent, j'ai été agréablement déçu. Agréablement déçu. Ça se fait, ça, être agréablement déçu. Donc, en résumé, là, t'avais hâte après 15 minutes que le générique arrive. Oui, puis j'ai trouvé que l'heure 40 que le film dure, que ça a duré 3 heures dans ma tête. Aïe aïe. Est-ce que les acteurs tirent leur épingle du jeu au moins? Non. Même pas? Même pas Cassel? Cassel, il fait avec ce qu'il y a. Il est pas casté dans le bon rôle. OK. C'est pas Athos qui aurait dû jouer, il aurait dû jouer Richelieu. T'sais, il a le nez en aigle comme Richelieu. Ouais. Il y a comme le profil qui aurait fait un parfait Richelieu, puis avec son style d'acting, tu sais, tout calme comme il parle, il monte jamais le ton de voix. C'est décevant parce que moi, j'adore Cassel. Puis, mais il fait avec qu'est-ce qu'il y a. Puis Romain Duris, qui est un de mes acteurs français préférés, que j'ai vu la semaine dernière dans Salade grecque, justement, il joue Aramis. Mais il est maquillé et habillé comme Jack Sparrow. Il a joué un peu comme Jack Sparrow. Il a même le eyeliner des yeux, là, tu sais. Puis il a tout le bling-bling, puis le même genre de chapeau, puis c'est... Alors que le bling-bling, théoriquement, ça devrait être Porthos. Oui. En tout cas. Non, mais, tu sais... Porthos, il est bisexuel. Mais ça, c'est une autre histoire. Woke. non, mais j'ai dit c'est une autre histoire. Parle pas de woke tantôt avec UHF. Hey. Non, mais tu sais, c'est justement, c'est anti-woke dire, ben là, il est bisexuel, pis ça n'a aucun rapport. Malgré que la manière qu'il l'amène, ça a du bon sens, parce que moi, je suis sur le party, je mange, je bois, pis s'il y a un trou, j'y vais. Il dit carrément de même dans le film. Il dit ça carrément de même dans le film. Ben correct. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications, pas les vôtres, mais si vous publiez sur notre page, nous, on va vous liker. Et vous abonner aussi à nos sites. On vous en remercie donc d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy et on vous dit bon cinéma.